nous allons donc vous parler, on va revenir un petit peu en arrière. C'était il y a un an, et il y a un an naissait le hashtag Balance ton bar, suite à des révélations d'agressions dans 2 établissements du cimetière d'Ixelles. Alors rapidement, ce sont d'autres faits ailleurs dans la ville qui ont été dénoncés aussi par les femmes. Plusieurs manifestations rassemblant des milliers de personnes avaient aussi eu lieu à cette époque. La vague fut telle que le monde de la nuit, les pouvoirs publics et les associations se sont unis pour proposer des solutions afin d'améliorer la sécurité dans le milieu festif. Car la fête, ça doit rester une fête avant tout pour chacune et pour chacun. Cet après-midi, la commune d'Ixelles organise une table ronde avec plusieurs acteurs pour discuter des actions à mener encore. Et pour en parler, nous recevons avec nous dans ce studio le bourgmestre d'Ixelles, Christos Doulkeridis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'ici. Tout d'abord, moi j'ai envie de vous poser une question. Où est-ce qu'on en est au niveau juridique et judiciaire au niveau de ces agressions qui avaient été dénoncées donc il y a un an dans les établissements du cimetière d'Ixelles? Alors c'est peut-être justement le scope le plus délicat dans la mesure où c'est celui pour lequel on a le moins d'informations. Le monde de la justice, on le sait, est indépendant, travaille dans sa discrétion. C'est la Constitution qui le prévoit. C'est une liberté qui existe et qui garantit en fait une procédure qui reste indépendante et du politique et de tout le monde. Et malheureusement, c'est vraiment le domaine où j'ai le moins de comptes à pouvoir rendre parce que nous ne sommes pas informés de ce qui est établi de ce côté-là, malgré le fait qu'on a pris des contacts avec le parquet pour s'assurer au moins qu'il y avait un suivi. Il y a un suivi pour tous ces dossiers-là. Mais quel est ce suivi exactement? Là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Oui, donc pour l'instant, en tout cas, l'affaire suit son cours et évidemment, on suivra et on essaiera d'être informé, de vous informer le plus rapidement possible. Donc, on l'a dit, c'était il y a un an, ça a été le 14 octobre 2021, ça a été une surprise pour vous de voir l'ampleur que ça a pris et puis peut-être de découvrir aussi que ça existait. Non, certainement pas de découvrir que ça existait parce que d'abord j'ai des filles et puis on est en contact avec des personnes qui très régulièrement en fait font remonter, mais pas de la façon et avec la puissance qui a eu lieu il y a un an. Et je pense que c'était salutaire que ça se fasse de cette façon-là. Et donc la prise de conscience, c'était certainement pas à ce moment-là. L'ampleur, je pense que ça a sans doute surpris pas mal de personnes. Je dirais qu'il était temps de pouvoir dire ça suffit. Et on doit passer à de l'action. Et si j'ai estimé important un an après d'organiser cette conférence, c'est aussi parce qu'on sait comment fonctionne le monde médiatique. C'est que on passe d'un stress à un autre. On sait très bien qu'on parle d'Ukraine pour le moment, on parle d'énergie, on parle de toute une série de préoccupations qui sont très importantes et on y travaille aussi. Et compte tenu du fait que les événements ont eu lieu avec un focus particulier sur la commune d'Ixelles. Qu'on ait une commune qui a beaucoup de jeunes, où il y a des universités, il y a beaucoup de bars. Dès le départ, j'ai estimé que c'était important qu'on puisse prendre une part de cette responsabilité dans le suivi de ce qui se ferait. Et donc, pour remettre un peu dans le scope du débat, on a décidé d'organiser cette conférence en rassemblant aussi tous les acteurs possibles, c'est-à-dire le fédéral, les régions, les communautés, la commune, les fédérations qui travaillent et qui sont en contact avec l'ORECA ou le milieu de la nuit, mais aussi la STIP par exemple, parce que l'insécurité elle existe à l'intérieur des établissements, mais elle existe aussi à l'extérieur, oui, parfois dans les transports publics. Et donc c'était aussi important de pouvoir les associer aux réflexions. Oui, donc ça c'était vraiment pour vous. Vous avez l'impression quand même que, vous parlez qu'on va de crise en crise médiatiquement, mais moi j'ai quand même l'impression que Balance ton bar, ça reste d'actualité et qu'on ne l'a pas oublié dans les médias. C'est totalement d'actualité. Je dis simplement que quand on peut suivre tous les débats, on voit bien comment est-ce que ça fonctionne. Il y a toujours une nouvelle urgence qui peut s'ajouter. Et donc, je pense que l'action de départ, la mobilisation, et puis tout le travail qui a été fait de façon bénévole par ces femmes qui ont décidé de ne pas se taire, d'organiser des plateformes telles que Balance ton bar pour pouvoir recueillir des témoignages, était fondamentale. Et qu'il y a quelque chose qui en résulte. C'est une vraie mobilisation des pouvoirs publics. Il y a à tous les niveaux de pouvoir, il y a eu des moyens nouveaux qui ont été dégagés.
que ce soit au niveau de la prise en charge des victimes ou du travail qui doit être fait pour justement ne pas avoir de victimes. Donc il y a un travail d'abord sur la sécurité qui doit exister, de prévention, c'est évidemment fondamental. C'est comme ça qu'on organise 2 panels cet après-midi. C'est un panel pour dire qu'est-ce qu'on fait pour assurer davantage de sécurité et avoir, vous l'avez dit dans votre introduction, la légèreté de pouvoir sortir normalement. Il n'y a pas de raison. En tant que bourgmestre, j'ai dès le départ dit je vais financer une étude qui puisse objectiver ce que ressentent les femmes, ce que vivent les femmes dans leur moment de sortie. Et c'est le chiffre le plus flagrant, c'est vraiment qu'il y a une proportion mais folle. Près de 90% de femmes qui disent chaque fois que je veux sortir, je dois me préparer de façon défensive. Il n'y a aucun homme qui doit faire ça pratiquement. Peut-être les personnes qui sont justement avec une orientation sexuelle différente, des homosexuels, c'est la raison pour laquelle nous avons aussi dans l'étude travaillé aussi sur les discriminations sexisées ou les comportements qui peuvent justement toucher les publics qui ne sont pas dans ce qu'on appelle la norme, on sait très bien qu'il n'y en a pas, mais qui ne sont pas dans les comportements majoritaires tels qu'on les, qu'on les présente parfois erronément. Et donc, à partir de là, on doit se rendre compte que tout le monde doit bouger. Et l'action qui a été menée par tout ce collectif qui se sont rassemblés, qui se sont structurés. Pardon, je vous coupe, mais il a quand même fallu qu'il y ait une grande mobilisation pour que les pouvoirs publics, la police, prennent conscience de ce qui se passait et de l'insécurité dans laquelle pouvaient être ces jeunes femmes quand elles sortaient. Ça a été reproché aussi au début de dire, personne n'a rien fait en fait, et c'est parce qu'on est en colère, et c'est parce qu'on va dans la rue qu'on va traiter ce problème, alors qu'il existait déjà depuis longtemps. C'est une colère que moi je ne vais pas contester. Je pense que cette colère elle est juste et que malheureusement il a fallu vraiment descendre, crier très fort, maintenir une mobilisation pour que peut-être les choses bougent un peu plus et un peu plus vite. De notre côté, on avait pris des mesures. Moi, j'avais dès le début essayé de travailler sur ces questions avec la zone de police sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales, qui est un autre phénomène très important. Globalement, on est en retard. On est aussi en retard au niveau du suivi judiciaire. On est en retard au niveau des actions à mener. Et je crois que cette colère-là, elle est juste. Et je ne vais pas dire non, c'était très bien et tout allait bien. Au contraire, je pense qu'effectivement, il était temps que ça puisse bouger. Justement, vous avez mis en place au début un panel pour essayer de comprendre aussi ce qui se passait, comment c'était fait. Vous, qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui ? Non, ce que je retiens, c'est que, en partie de ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est totalement anormal que dans une société comme la nôtre, qui se permet régulièrement de faire la leçon à d'autres pays sur les droits de l'homme, les droits des femmes et tout le reste, de se rendre compte en fait que les femmes, quand elles sortent, elles doivent se préparer de manière défensive, c'est-à-dire faire attention à savoir si elles sont ennuyées par quelqu'un, si elles risquent de subir une agression, quelle que soit sa nature, c'est pas du tout normal. Donc, comment est-ce qu'on peut se regarder un peu correctement dans la glace en se disant que c'est comme ça que notre société fonctionne et finalement de banaliser ça, et de ne pas réagir. C'était aussi extrêmement important que les personnes qui gèrent un établissement se disent j'ai aussi une responsabilité. Jusqu'à présent, finalement, le monde de la nuit, personnel de sécurité qui est prévu dans certains établissements de nuit est surtout là pour travailler sur la question de la violence. C'est-à-dire éviter des bagarres, éviter ce genre de choses. Ok, c'est très viril et c'est très truc. Et ça, on a du personnel qui est qualifié, qui est compétent. Il y a même une qualification agréée qui est prévue par le fédéral, ce qu'on appelle la loi Tobac, sur la formation pour certaines activités. Je pense qu'on doit aller plus loin et prévoir sans doute une législation spécifique pour du personnel de bienveillance au sein des établissements qui ne sont pas spécialement des gros bras, mais qui sont là pour intervenir et, en identifiant des personnes qui peuvent se sentir mal à l'aise ou en regardant s'il n'y a pas des comportements un peu bizarres qui ont lieu. C'est d'autres types de compétences. Et je crois que là aussi, il y a sans doute une évolution de la législation sur certains établissements. Je pense qu'on doit avancer dans ces directions dans le dialogue avec les acteurs de la nuit ou les acteurs de sortie. C'est pour ça que nous, à Ixelles, en tout cas, on a relancé le Conseil de la nuit. Le Conseil de la nuit existe aussi au niveau régional et je pense qu'il s'est emparé de ces questions-là. Heureusement, il y a aussi des moyens qui sont déployés par différents ministres, Barbara Tract, Nawal Benamou,
Sarah Schlitz au niveau fédéral pour permettre à la fois aux zones de police, aux fédérations représentatives des secteurs de la nuit, parfois aux communes ou à certaines associations, de pouvoir un peu s'organiser, se structurer pour faire émerger des solutions et des pistes qui font en sorte que dans cette société, tout le monde peut être à l'aise pour sortir sans devoir se préparer particulièrement. Alors vous l'avez dit, il y a eu des actions au niveau régional aussi, et notamment un appel à projet qui avait été lancé au monde associatif. Et aujourd'hui, eh bien, l'ASBL Modus Vivendi, qui a travaillé également, vient de sortir une vidéo à destination du personnel des établissements festifs et nocturnes pour leur expliquer en tout cas et les sensibiliser à cette question. Et je vous propose de regarder un extrait de la vidéo. Faire la fête, c'est partager un verre entre amis, écouter de la musique, danser, célébrer, déconnecter, se rencontrer. En tant que professionnels du milieu festif, nous sommes là pour accueillir les personnes et veiller à ce qu'elles puissent profiter de ce moment en toute sécurité. Pourtant, les violences sexistes et sexuelles sont omniprésentes en soirée et il est parfois difficile de savoir où est la limite entre le relou et l'agresseur. Comment faire la différence entre la drague et le harcèlement ? La différence, c'est le consentement des deux parties. La drague, ça se pratique à deux, c'est mutuel. Le harcèlement, lui, s'impose d'une personne sur l'autre. À Bruxelles, 96% de femmes, personnes trans et non-binaires disent avoir été confrontées à des situations de violences sexistes ou sexuelles dans les bars ou boîtes de nuit. Parmi les violences citées, on retrouve l'invasion de l'espace personnel, le fait d'être suivi, de se faire frotter, des propositions sexuelles non sollicitées, des actes sexuels imposés en profitant de l'état d'ébriété de la personne. 71% des personnes interrogées pensent que davantage de vigilance par le staff dans les bars augmenterait leur niveau de sécurité. Voilà, on voit bien cette explication de la différence effectivement entre un drague et puis entre harcèlement, la question du consentement effectivement est ce qui est le plus important. Vous pensez que des petites vidéos comme ça peut quand même avoir joué un rôle aussi dans la sensibilisation du personnel, que quelqu'un qui travaille dans un bar aujourd'hui, il peut ne pas encore être sensibilisé ? Oui, je crains que ce soit encore possible. Je pense que ces vidéos sont précieuses. Elles reposent aussi notamment sur des chiffres qui sortent de l'étude que j'ai commandée et qui était réalisée par Égérie pour justement travailler sur base de ce qu'ont vécu les femmes avec un échantillon suffisamment représentatif. Ces réalités ne concernent pas du tout évidemment qu'une commune, XL ou une autre. Elles sont beaucoup plus généralisées sur les milieux de la nuit ou de sortie, ou même de la société finalement en général, dans ces relations qu'on peut avoir entre femmes et hommes. Et Modus Vivendi fera partie du panel qui est invité cet après-midi. Et c'est clair que ce type de travaux, ce type d'outils sont extrêmement précieux. Il faut les diffuser, il faut les entretenir, parce que on passe parfois à côté d'une perception à la hauteur de ce qui existe réellement et concrètement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion encore ? C'est la première fois qu'on rassemble d'abord tous les niveaux de pouvoir pour parler de cette question. Et donc, c'est intéressant de pouvoir, un an après, d'une part dire on n'a pas oublié cette thématique, elle est toujours à l'ordre du jour, on continue à y travailler, permettre à chacune et à chacun de dire un peu comment est-ce que les choses ont avancé, et des choses ont avancé, sur la prise en charge, par exemple, des victimes dans les commissariats. On est soutenu par des appels à projets. La zone de Paul Bru, à laquelle appartient XL, est un peu en pointe là-dessus, et on va continuer à former d'autres commissariats, par exemple, pour accueillir mieux les victimes de manière plus précise. Il y a le CPVS qui a reçu davantage de moyens par la ministre Sarah Schlitz, le centre de prévention qui est important. Mais il y a un travail complémentaire qui doit être fait, et c'est là où les zones de police peuvent intervenir. Il y a les fédérations qui seront là aussi pour expliquer comment est-ce qu'elles avancent et comment est-ce qu'elles essaient de sensibiliser aussi les établissements qui sont concernés et le personnel. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques, on en a parlé, qui doivent être mises en place ? Lesquelles ? Comment est-ce qu'elles peuvent être réellement efficaces ? Et je crois qu'il faut continuer aussi à permettre aux premières intéressées, les femmes qui sortent, d'avoir un regard et de pouvoir
continuer à s'exprimer sur non pas simplement des discours théoriques, mais aussi l'effectivité de ces avancées sur le terrain de manière concrète. C'est cette confrontation qui sera possible lors des échanges qu'on aura cet après-midi. Eh bien, ça fait un beau panel et un beau programme pour cet après-midi. Merci beaucoup, Christos Doulkeridis, d'être venu pour nous expliquer tout ça. Merci.